Il y a environ 252 millions d'années, la biosphère terrestre fut frappée par une catastrophe d'une brutalité absolue, qui faillit réduire notre planète à un désert de pierres sans vie. La grande extinction permienne a rayé de la surface du globe près de 96% des espèces marines et plus des 2 tiers des vertébrés terrestres, sans même épargner les insectes, pourtant d'une robustesse légendaire. À l'échelle géologique, cet effondrement fut quasiment instantané, ne laissant derrière lui que désolation et silence. Les causes profondes de ce cataclysme font encore l'objet de vifs débats parmi les scientifiques. Mais quelle que soit la nature de cette force destructrice, elle ne parvint pas à couper définitivement le fil de la vie. Bien au contraire, cette tragédie allait devenir le socle d'un nouveau chapitre, le plus spectaculaire de l'histoire de notre planète. C'est sur les ruines de l'ancien monde que naquirent et commencèrent leur ascension des créatures désormais connues de tous, les dinosaures. La fin du Permien marqua l'avènement de l'ère mésozoïque, qui s'étira sur environ 186 millions d'années. Ce fut une époque de transformation colossale, au cours de laquelle la Terre commença à prendre les contours que nous lui connaissons aujourd'hui. Le moteur central de ces bouleversements fut la fragmentation du supercontinent Pangée. Cette masse terrestre unique se scinda d'abord en Laurasie et en Gondwana, avant que ces deux blocs ne se morcelèrent à leur tour en continents séparés, entamant leur lente dérive sur l'océan. L'émergence de territoires isolés, découpés par des détroits et des mers intérieures, créa des conditions idéales pour le développement d'écosystèmes entièrement originaux. Le Mésozoïque fut la période la plus chaude qu'ait connue la vie multicellulaire. Même au pôle, il n'existait pas de calotte glaciaire permanente, et les nuits polaires ne s'accompagnaient d'aucun froid extrême. Le climat n'en restait pas moins capricieux, et des épisodes de refroidissement contraignirent régulièrement faune et flore à inventer de nouvelles stratégies d'adaptation. L'histoire de cette ère se déroule en 3 actes, et le premier est le Trias. Débutant immédiatement après la catastrophe, il dura environ 51 millions d'années. À cette époque, les plaques tectoniques ne faisaient qu'amorcer leur mouvement, et la Pangée conservait encore une relative cohésion. Les monts Oural, que nous connaissons aujourd'hui comme de vieilles chaînes usées et douces, vivaient alors leur jeunesse orgueilleuse et s'élevaient avec une majesté comparable aux Alpes actuelles. L'air du Trias était sec et brûlant, et de vastes étendues de terre continentale se couvraient de déserts sans fin. Le taux d'oxygène atmosphérique demeura longtemps très bas, autour de 10%, avant de bondir brutalement à 19% vers la fin de la période, probablement sous l'effet de l'expansion de nouvelles espèces végétales. Les anciennes fougères à graines cédaient progressivement la place à des groupes plus évolués, cicadales, gingos et ancêtres de nos conifères actuels. Pendant que les premières forêts prenaient pied sur les continents, les océans, ravagés par l'extinction, se repeuplaient lentement de nouveaux maîtres, tortues, poissons osseux et ichthyosaures primitifs, encore balbutiant dans leur conquête du milieu aquatique. Ce long et laborieux chemin de restauration ne fut en réalité qu'un prologue au grand triomphe de la vie. Des cendres et du chaos émergea un système complexe et harmonieux qui allait gouverner l'évolution de la planète pendant des millions d'années. Le passé ne disparut pas. Il se métamorphosa en forme nouvelle, préparant le terrain à des créatures dont nous retrouvons encore les traces aux 4 coins du globe. Cette ère demeure un monument à la puissance indestructible du vivant, cette force capable de transformer la pire des catastrophes en tremplin vers un bond évolutif sans précédent. Le ton se fait plus âpre, l'image plus brutale. Nous voici transportés dans la période Crétacée, sur les terres du nord de l'Alaska. Fini les jungles luxuriantes, ici règne la neige et les longues nuits polaires. C'est dans cet environnement hostile que survit le Nanyucsaurus, version compacte et recouverte d'un épais duvet du tyrannosaure. Il y fait preuve d'une intelligence remarquable et d'un soin profond pour sa progéniture, en dépit d'une pénurie alimentaire permanente. Pendant ce temps, à des latitudes plus clémentes, une révolution silencieuse est en marche. Les premières fleurs s'épanouissent. Ce bouleversement vert modifie la chimie des sols et ouvre la voie à de nouveaux protagonistes, de petits mammifères dont l'heure n'a pas encore sonné, mais qui se font de plus en plus audacieux. L'un d'eux, le Repenomamus, ce prédateur trapu à l'allure tenace, ose dans la pénombre s'attaquer aux jeunes dinosaures, renversant la hiérarchie millénaire entre chasseurs et proies. La vie aux confins septentrionaux de la planète exigeait une endurance absolue et des solutions biologiques radicalement différentes. Contrairement à leurs gigantesques cousins qui prospéraient sous des cieux bien plus favorables,
Le tyrannosaure polaire fut contraint de s'adapter à des ressources dérisoires et à une obscurité qui s'éternisait. Son corps était protégé par un plumage dense, dont la structure rappelait celle du pelage des grands animaux nordiques d'aujourd'hui, lui permettant de conserver sa chaleur métabolique même lorsque les températures plongeaient sous zéro. Le Nanuxsaurus menait une existence discrète, s'appuyant sur une vision perçante et un odorat affûté pour traquer ses proies dans les ombres profondes de la forêt arctique. Ses prédateurs se révélaient être des parents d'une attention surprenante. Ils veillaient sur leur couvée et initiaient leurs petits à des techniques de chasse élaborées, ce qui témoignait d'un degré de développement neurologique remarquable pour des reptiles de cette époque. Tandis que les terres du Nord soumettaient les reptiles à une épreuve de vérité, le reste du monde traversait une transformation biologique d'une ampleur inouïe. L'apparition et la propagation foudroyante des plantes à fleurs agirent comme un véritable catalyseur de l'évolution. Ces premiers arbres et herbes capables de fleurir ne se contentèrent pas d'embellir le paysage. Ils créèrent une base alimentaire entièrement nouvelle. Graines nutritives et fruits devinrent accessibles à un nombre considérable d'espèces, déclenchant une explosion de la diversité chez les insectes et les petits vertébrés. Les sols se firent plus fertiles grâce au système racinaire développé de cette nouvelle flore, modifiant la composition chimique des eaux de ruissellement et influençant jusqu'aux écosystèmes marins côtiers. Les mammifères de cette époque n'étaient plus de simples ombres furtives se dissimulant dans le sous-bois. Ils colonisaient activement de nouvelles niches écologiques, se spécialisant de plus en plus. Le Rhopénomamus lui-même représentait une menace sérieuse pour de nombreux habitants des forêts crétacées. Ses mâchoires puissantes et sa robuste morphologie lui permettaient de ne pas se limiter à un régime d'insectes ou de charognes. Les fossiles retrouvés confirment que ces créatures étaient capables de tuer et de dévorer de jeunes Psittacosaurus, défiant avec un culot insolent la domination des grands lézards. Dans l'ombre des forêts géantes, une guerre souterraine pour les ressources se jouait en permanence, au fil de laquelle les mammifères affinaient patiemment les mécanismes de survie qui allaient garantir leur succès futur. Dans le même temps, les continents poursuivaient leur dérive. L'Inde traversait l'océan et l'Amérique du Sud achevait sa séparation d'avec l'Afrique. Le refroidissement climatique qui s'amorçait en fin de période pesait sur le comportement de tous les êtres vivants, les contraignant soit à migrer, soit à développer de nouvelles défenses contre le froid. Même les dinosaures les plus puissants durent composer avec un climat de plus en plus imprévisible. Les océans, eux non plus, n'étaient pas épargnés. Le volcanisme sous-marin et les perturbations des courants marins entraînaient une chute brutale des niveaux d'oxygène dissous, provoquant la mort en masse des grands reptiles marins. Le monde se trouvait dans un état d'équilibre précaire, où les formes de vie anciennes coexistaient avec des espèces plus souples et plus ingénieuses, prêtes à s'emparer des premières places dès que l'occasion se présenterait. À l'approche de la fin du Crétacé, la nature avait réuni tous les éléments nécessaires à un nouveau basculement des âges, et le murmure de l'évolution, dans les forêts polaires, se faisait chaque jour plus audible. L'écran se noie dans une brume écarlate. Nous revenons au tout début, il y a 252 millions d'années. La grande extinction permienne a transformé la planète en désert calciné. 96% de la faune marine a disparu. La caméra parcourt une terre craquelée où seules quelques espèces rescapées s'accrochent encore à l'existence. C'est le code zéro. Mais c'est précisément ici, dans les décombres de l'ancien monde, que le Trias commence à germer. Les jeunes monts Oural s'élancent vers le ciel, 2 fois plus haut qu'aujourd'hui. Sous nos yeux, le taux d'oxygène atmosphérique fait un bond spectaculaire, passant de 10 à 19%. Ce dopage invisible donne l'impulsion décisive aux archosaures, les ancêtres de ces grands reptiles légendaires. La planète offrait alors un spectacle d'une sévérité absolue. Les plaines brûlées de la Pangée se mêlaient à de profonds canyons où subsistaient les ultimes vestiges de la vie d'autrefois. L'air était raréfié et lourd, mais c'est précisément à cet instant critique que les mécanismes de régénération planétaire s'enclenchèrent. La modification de la composition chimique de l'atmosphère, provoquée vraisemblablement par l'intense activité de nouvelles espèces de plancton marin et par la propagation rapide des fougères à graines, offrit un second souffle aux vertébrés terrestres. Cette concentration accrue d'oxygène permit au métabolisme animal d'atteindre un niveau d'efficacité entièrement inédit. Les archosaures,
dotés d'un système respiratoire unique et d'une architecture squelettique plus perfectionnée, furent les grands bénéficiaires de ces bouleversements. Ils commencèrent à se diversifier à une vitesse fulgurante, colonisant des étendues désolées où aucun grand animal n'avait pu survivre auparavant. Leurs membres se déplacèrent progressivement sous le corps, leur conférant une supériorité en vitesse et en endurance face aux reptiles primitifs de l'ère révolue. Tandis que les terres se couvraient peu à peu du vert des premières forêts de conifères et des fourrés de cicadales, les océans entamaient eux aussi leur lente résurrection. L'eau, longtemps demeurée quasi stérile et surchauffée, commençait à se refroidir et à accueillir de nouveaux résidents. Les premiers ichthyosaures, rappelant encore leurs ancêtres terrestres, tentaient timidement de chasser dans les eaux côtières, posant les fondations de futurs empires marins. Les chaînes de l'Oural étaient à cette époque de redoutables gardiens du continent. Leurs sommets s'enfonçaient loin au-dessus des nuages, faisant obstacle aux masses d'air humides et façonnant des zones climatiques singulières à leurs pieds. L'activité tectonique s'intensifiait au cœur de la Pangée, annonçant la fracture à venir. Mais tant que le supercontinent demeurait un seul et même bloc, les animaux pouvaient migrer librement sur des distances immenses. La compétition pour les ressources dans ce monde renouvelé était féroce. La base alimentaire n'avait pas encore retrouvé son abondance d'antan, et chaque nouveau trait évolutif devenait un facteur décisif de survie pour une lignée entière. L'apparition des premiers dinosauromorphes se produisit sur fond de reconstruction globale de la biosphère, dans un monde où les anciennes règles de domination ne fonctionnaient plus. Ces êtres étaient plus rapides, plus débrouillards, et capables de traverser de longues périodes de sécheresse, très caractéristiques du climat triasique. Les cendres de la grande catastrophe s'enfonçaient lentement dans les couches profondes du sol, se transformant en terreau pour une vie nouvelle, prête à revendiquer la planète avec une force jamais vue auparavant. Cette période fut le berceau de toutes les formes de vie qui, des millions d'années plus tard, atteindraient un épanouissement extraordinaire. Pour l'heure, elles ne faisaient que leurs premiers pas hésitants sur une terre brûlante et régénérée, qui commençait tout juste à cicatriser ses blessures. La vie avait prouvé sa plasticité stupéfiante, transformant ce qui aurait dû être une fin absolue en un départ grandiose pour la course biologique la plus ambitieuse de l'histoire de la Terre. Chaque nouvelle aube sur les pics acérés de l'Oural apportait avec elle des sons que la planète n'avait encore jamais entendus, et des espèces promises à devenir les légendes d'un futur lointain. L'évolution ne comblait pas simplement les pertes, elle créait quelque chose de fondamentalement nouveau, de plus complexe et de mieux armé pour affronter les défis des époques à venir. Le monde du Trias fourmille de formes étranges, transitoires, en perpétuelle mutation. Sur les sables et dans les forêts de conifères s'affairent les oligokyphus, de minuscules créatures pelucheuses qui font irrésistiblement penser à des belettes. Ils vivent dans des terriers, font preuve d'une intelligence remarquable et nourrissent déjà leurs petits avec du lait, à une époque où les dinosaures ne sont encore qu'un groupe de reptiles parmi d'autres. Dans les océans de ce temps, rien n'est simple non plus. Le Cymbospondylus, maladroit avec son interminable queue serpentine, tente de chasser en ondulant de tout son corps. Il n'est pas encore le nageur parfait qu'il ambitionne d'être. Il n'est qu'un pionnier, un défricheur de l'inconnu. Ce chapitre est avant tout l'histoire d'une lutte pour la survie, dans laquelle les futurs rois de la planète n'étaient encore que de modestes figurants. La vie à l'ombre des jeunes monts Oural exigeait des habitants des terres une ingéniosité sans faille. Le climat demeurait aride et les points d'eau s'asséchaient fréquemment sous un soleil implacable. Les oligokyphus constituaient un exemple fascinant d'anticipation évolutive. Synodontés dans leur classification, ils combinaient les traits des anciens reptiles et des futurs mammifères avec une élégance presque prémonitoire. Leur corps souple leur permettait de disparaître en un éclair dans leurs galeries souterraines ramifiées, qui leur offraient une protection fiable contre la chaleur diurne et les grands prédateurs. Dans ces refuges frais, ils prenaient soin de leur progéniture avec un sens du comportement social que la plupart des reptiles de leur époque étaient bien loin de posséder. En surface, les premiers dinosaures, comme les petits et agiles storicosaures, apprenaient à tirer parti des avantages de la bipédie. Leur dimension n'avait encore rien d'intimidant comparé à celle de leurs descendants, mais leur capacité à courir vite et à libérer leurs membres antérieurs pour saisir leur proie leur donnait un avantage décisif dans un monde où la compétition pour chaque morceau de nourriture était d'une intensité redoutable. La flore de cette époque était composée principalement de fougères coriaces et de cicadales formant d'épaisses broussailles épineuses le long des rares rivières. Dans ces fourrés
se dissimulaient les ancêtres des crocodiles et d'innombrables groupes d'amphibiens qui conservaient encore une influence considérable dans les écosystèmes d'eau douce. Les étendues océaniques, elles non plus, n'étaient pas désertes, bien que la faune marine traversât un douloureux processus de reconstruction. Le Cymbospondylus, pouvant atteindre 10 mètres de longueur, avait tout d'une créature redoutable, mais ses aptitudes natatoires restaient loin d'être parfaites. Son long museau garni de petites dents lui permettait de capturer des poissons, mais chaque déplacement dans l'épaisseur de l'eau lui coûtait une énergie colossale. Ses membres n'avaient commencé qu'à peine à se transformer en nageoires, jouant davantage le rôle de stabilisateur que de propulseurs efficaces. Malgré tout, ces pionniers des mers posaient les fondations sur lesquelles s'élèveraient, bien plus tard, les véritables maîtres des océans. Peu à peu, le taux d'oxygène atmosphérique continuait de grimper, et ce changement imperceptible faisait lentement basculer le curseur de l'évolution en faveur des créatures dotées d'un métabolisme plus actif. À l'approche de la fin du Trias, le paysage commença à se transformer. Les pluies se firent plus fréquentes et les déserts reculèrent progressivement sous la poussée des forêts de conifères. Ce moment charnière fut celui où l'accumulation de petits changements produisit un basculement qualitatif décisif. Les dinosaures se mirent à croître en taille à une vitesse fulgurante, écartant leurs concurrents moins véloces et s'emparant de positions dominantes. Pendant que les pelucheux Oligokyphus poursuivaient leur existence discrète dans le sous-bois, de grandes ombres commencèrent à s'étendre sur la Terre, annonçant la fin de l'ère de l'égalité et l'avènement du temps des titans absolus. La lutte pour la survie à l'ombre des montagnes touchait à sa conclusion logique, préparant la scène pour la grande fracture de la Pangée et l'avènement définitif de ceux qui, jusqu'alors, avaient attendu patiemment leur heure. Chaque être de ce monde complexe, du minuscule habitant des terriers aux géants des mers, jouait un rôle irremplaçable dans la grandiose expérience que menait la nature pour restaurer la biosphère après les grandes ténèbres du passé. L'aube d'une nouvelle époque était déjà proche, et ses premiers rayons éclairaient un monde qui ne serait plus jamais comme avant. Les événements s'accélèrent, nous ramenant vers la fin du Crétacé. Le climat devient de plus en plus imprévisible, les volcans crachent des nuées de cendres. Sous nos yeux, des espèces jadis florissantes commencent à plier sous le poids des bouleversements. L'océan suffoque par manque d'oxygène, et les géants marins comme les mosasaures se retrouvent pris au piège. Sur Terre, les dinosaures, pourtant bien adaptés et pourvus de leur plumage, affrontent un refroidissement planétaire sans précédent. L'atmosphère est chargée d'une tension oppressante, celle de l'inévitable. L'accord final retentit, la chute d'un astéroïde et une cascade de cataclysmes qui, en quelques instants à peine, tranchent 186 millions d'années de règne des écailles et des plumes. Le ciel au-dessus de la planète avait définitivement perdu sa transparente teinte bleue, noyé sous un épais voile de nuages gris et de vapeurs toxiques. La lumière du soleil perçait avec peine l'atmosphère chargée de poussière, entraînant une chute brutale de la photosynthèse et la mort de nombreuses espèces de la flore tropicale. Les colosses herbivores, habitués à l'abondance d'une végétation luxuriante, furent les premiers à ressentir le souffle de la crise. Leurs troupeaux s'amenuisaient et leurs ossements parsemaient des vallées autrefois fertiles. Dans leur sillage, les grands prédateurs suivirent inévitablement, leur base alimentaire s'évaporant à toute vitesse. Dans les profondeurs de l'océan mondial, la situation n'était pas moins catastrophique. Les eaux stagnantes cessèrent de se mélanger et les zones anoxiques s'étendaient, repoussant ichthyosaures et pliosaures vers les couches supérieures où les ressources manquaient cruellement. Les puissants mosasaures, maîtres incontestés des mers, mouraient de faim et d'asphyxie, s'échouant sur les rivages de continents tout juste formés. La température continuait de chuter, et même les espèces dotées d'un plumage épais et isolant ne pouvaient résister indéfiniment à des hivers qui s'éternisaient, succédant à des étés jadis torrides. Chaque être vivant percevait l'approche de quelque chose de fatal, quelque chose qui échappait totalement aux cycles naturels ordinaires. C'est à cet instant précis que, depuis l'abîme cosmique, un fragment colossal de matière ancienne fonça vers la Terre, sa trajectoire croisant l'orbite de notre planète. L'impact se produisit dans la région de l'actuelle péninsule du Yucatan, déclenchant une explosion d'une puissance monstrueuse, des millions de fois supérieure à l'intégralité de l'arsenal nucléaire de l'humanité. La croûte terrestre fut parcourue de vagues sismiques, et des tsunamis gigantesques, hauts de plusieurs centaines de mètres, s'abattirent sur les côtes, emportant tout ce qui vivait sur leur passage.
Des milliards de tonnes de roches vaporisées, de suie et de soufre furent projetées dans l'atmosphère, occultant totalement le soleil pendant de longs mois. L'hiver d'impact commença. Les pluies acides brûlèrent les derniers lambeaux de végétation et les chocs thermiques extrêmes achevèrent ce que les éruptions volcaniques avaient entamé. Les dinosaures, qui avaient gouverné le monde à travers 3 périodes géologiques, se retrouvèrent impuissants face au chaos planétaire. Leur incapacité à s'adapter à une obscurité totale et à l'absence de nourriture scella leur destin. Les grands reptiles disparurent les uns après les autres, ne laissant derrière eux que des témoignages fossilisés de leur ancienne grandeur. Seuls survécurent ceux qui possédaient une taille réduite, une alimentation suffisamment flexible et la capacité de se terrer dans de profondes galeries ou de trouver refuge dans l'eau. Le vide écologique creusé par la disparition des groupes dominants fut le plus vaste que l'histoire du Phanérozoïque ait jamais connu. Le rideau tombait sur la grande pièce du Mésozoïque, laissant la scène vide et sans vie sous un linceul de poussière éternelle et de vent glacé. Les oiseaux, descendants directs des redoutables théropodes, et les petits mammifères devinrent les seuls témoins de cet apocalypse, tapis dans l'attente du moment où la poussière se poserait enfin et où le premier rayon d'un soleil renouvelé toucherait la terre refroidie. Toute la complexité et la puissance des écosystèmes, patiemment bâtis sur des millions d'années, fut anéantie en un instant, ne laissant de place que pour de nouvelles pages encore vierges de l'histoire du vivant. Le feu et le froid effacèrent les frontières entre les continents et entre les espèces, transformant un monde jadis florissant en une épreuve absolue pour quiconque conservait encore en lui une étincelle de vie dans ses heures sombres. La fin d'une époque fut cruelle, mais elle fut la condition nécessaire à l'avènement d'une autre, où les règles du jeu seraient désormais dictées par des créatures d'une toute autre nature. Le final grandiose du Mésozoïque demeure un rappel éternel de la fragilité de tout triomphe face aux forces implacables du cosmos et de la géologie. Le fracas des titans qui tombaient s'éteignit peu à peu, cédant la place au silence cristallin d'une planète renouvelée qui se préparait à sa prochaine et grande renaissance. La poussière retombe, le paysage est désert, mais parmi les pierres, un frémissement se fait entendre. Les oiseaux survivants et les petits mammifères émergent de leurs abris. Ils sont les héritiers d'un empire défunt. La caméra défile à toute vitesse sur des millions d'années. Les forêts cèdent la place aux steppes. Les glaciers avancent, puis reculent. Et dans ce tourbillon du temps, apparaît une créature qui ne se contente pas de s'adapter au monde. Elle commence à le façonner à son image. Homo sapiens. L'histoire s'achève sur une réflexion vertigineuse. La grandeur n'est qu'une catégorie provisoire. Nous contemplons les ossements des titans dans les musées, sachant que notre propre chapitre dans l'histoire de la Terre ne fait que commencer, et que nul ne sait combien de temps il durera. La planète cicatrisait lentement ses blessures, infligées par l'impact cosmique et les éruptions volcaniques. Les plaines désertes, où retentissaient jadis les pas de reptiles pesant des dizaines de tonnes, commencèrent à se couvrir d'une végétation nouvelle. Les survivants, libérés du joug des gigantesques prédateurs, reçurent une chance de croissance sans précédent. Les mammifères, qui avaient passé des millions d'années à vivre inaperçus dans leurs terriers, se mirent à grandir rapidement et à coloniser les niches écologiques laissées vacantes. Les forêts de l'ère cénozoïque s'emplissaient de sons nouveaux, et les ongulés primitifs, ainsi que les ancêtres de nos prédateurs actuels, supplantèrent progressivement ceux qui n'avaient pas survécu au grand froid. Les continents poursuivaient leur lente dérive. L'Inde s'unit définitivement à l'Asie, élevant l'Himalaya vers le ciel, tandis que le climat devenait toujours plus varié. Vinrent les grandes glaciations, où d'immenses calottes de glace enserraient les latitudes septentrionales, transformant des vallées verdoyantes en toundra austère, avant de reculer à leur tour, ouvrant un espace nouveau à l'épanouissement de la vie. C'est dans ce kaléidoscope de paysages en perpétuelle métamorphose qu'apparurent les primates, dont l'évolution mena à l'émergence des premiers hominidés. Ces êtres possédaient un don unique, la capacité de penser de manière abstraite et de transformer leur environnement par le travail. Contrairement aux dinosaures, qui dominaient par la puissance physique et la taille, l'Homo sapiens fit le pari de l'intelligence et de la coopération sociale. Il apprit à domestiquer le feu, à fabriquer des outils et à transmettre le savoir de génération en génération. Des villes s'élevèrent là où broutaient autrefois les tricératops, et le ciel que fendaient jadis les ptérosaures se peupla d'oiseaux d'acier, fruits du génie humain. Nous avons extrait les ossements des anciens maîtres des couches profondes de la terre, reconstitué leur apparence et les avons exposés dans les salles des musées, comme un rappel de la puissance et en même temps
de la fragilité extrême de la vie. Chaque os de fémur massif, chaque dent acérée de tyrannosaure se dresse en témoin silencieux d'une vérité implacable. La nature ne connaît pas de favoris. Les grands empires du Mésozoïque ont sombré sous des circonstances qu'il était impossible de prévoir ou d'empêcher. Aujourd'hui, l'humanité se tient au sommet de la chaîne alimentaire, transformant la planète à une échelle comparable au processus géologique. Nous avons appris à fissurer l'atome et à scruter les profondeurs du cosmos, d'où vint jadis la mort pour la civilisation des reptiles. Pourtant, derrière cette puissance apparente se cache la même vulnérabilité fondamentale face aux bouleversements globaux. Le temps, mesuré en millions d'années, réduit l'histoire humaine à une fugace étincelle, et nos accomplissements les plus grandioses à de potentiels fossiles pour les civilisations de demain. Debout devant les squelettes des géants, nous prenons conscience que la Terre a survécu à d'innombrables catastrophes et renaissances, et que chacune d'elles était, à sa façon, parfaitement logique. Notre époque n'est qu'un bref instant dans l'infinie chronique de la planète, et son dénouement dépendra de la profondeur avec laquelle nous aurons su tirer les leçons du passé. La grandeur de ceux qui régnèrent avant nous fut absolue, et pourtant, elle se réduisit en poussière, ne laissant que des ombres dans la pierre. Nous poursuivons notre chemin, avec l'espoir que notre intelligence se révélera un bouclier plus fiable que les plaques osseuses et les griffes acérées de nos prédécesseurs. Devant l'humanité s'étend l'inconnu, et seul le temps dira si nous deviendrons les héritiers dignes de cette planète, ou si nous n'en serons qu'un chapitre de plus dans le grand livre des extinctions. La vie continue, et son flot irrépressible nous emporte vers l'avenir, nous rappelant que chaque fin n'est jamais qu'une préparation à un commencement nouveau, plus grandiose encore que le précédent.